Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des GPU de type Nvidia Pascal, c'est-à-dire les nouveaux GPU de chez Nvidia que l'on peut trouver dans les cartes graphiques série 10, c'est-à-dire celles qui commencent par 1000 comme la 1060, la 1070 ou la 1080. Alors pourquoi je fais une vidéo sur les GPU comme ça global, face caméra et tout ça et pas directement un test d'une carte graphique de cette série? Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelques petites conclusions que j'ai pu faire qui peuvent s'appliquer à toute la gamme et qui sont particulièrement intéressantes, surtout comparées aux générations précédentes. Alors on va commencer par quelque chose, c'est la technique de fabrication. Alors les GPU avant chez Nvidia étaient faits en 28 nanomètres. Alors 28 nanomètres, pour information, si vous savez pas ce que c'est la photolithographie, c'est-à-dire le processus de fabrication. Quand vous fabriquez des composants, eh bien ces composants font une certaine taille. On va simplifier assez rapidement, juste pour que ce soit rapide à comprendre. On va dire qu'un transistor, autrefois, faisait 28 nanomètres. Eh bien maintenant, il n'en fait plus que 16. Ce qui permet de gagner énormément de place, parce que sur le même espace, en fait, sur une puce de la même taille, on peut mettre beaucoup plus de transistors. Et donc faire un composant beaucoup plus complexe, et donc faire un composant qui a des capacités supérieures. Un autre truc à savoir, c'est que quand on diminue la taille des composants, eh bien ça permet aussi de faire en sorte que ça chauffe moins, ou que ça chauffe autant si on fait un composant plus complexe, mais avec des performances bien entendu plus grandes. Si on faisait un composant exactement identique au composant qu'on a fait en 16 nanomètres, mais qu'on le faisait en 28 nanomètres, ce serait un composant gigantesque qui coûterait beaucoup plus cher à fabriquer et qui consommerait beaucoup plus et qui serait impossible à refroidir. C'est tout aussi simple que ça, donc passer de 28 nanomètres à 16 nanomètres est une excellente chose. D'ailleurs, quelque chose qu'on a pu voir, c'est que en plus d'augmenter les performances significativement par rapport à la génération précédente, eh bien ils ont aussi baissé la consommation de manière significative. Par exemple sur la 970, qui est donc une 970, c'est la gamme 70, on va appeler ça comme ça, c'est du milieu de gamme à peu près, eh bien on avait besoin de 2 prises pour pouvoir relier à l'alimentation de la carte graphique. Là il y en a besoin que d'une seule, et sur une 1080, c'est-à-dire la gamme au-dessus. Et donc là rien que ça vous montre un petit peu le fait que ça chauffe moins, ça consomme moins, et le fait que c'est associé à des performances supplémentaires est assez impressionnant. Donc rien que ça méritait à mon avis d'être signalé. Un autre truc à dire, c'est tout simplement l'augmentation des performances. L'augmentation des performances par rapport à la génération précédente est incroyable, étant donné que la 1060, c'est-à-dire la plus bas de gamme vendue actuellement pour cette génération-là, bien entendu il y aura sûrement des 1050 ou des trucs comme ça sortis après, mais la 1060 est aussi performante que la 980 classique. C'est-à-dire en fait, la gamme qui est, 2 gammes au-dessus, est moins performante ou à peu près égale à la 1060, qui est franchement vendue au prix de même un peu moins cher parfois que la 970. Donc en gros, pour le même prix, vous avez quelque chose de significativement bien meilleur avec cette nouvelle génération. Rien que ça, c'est assez impressionnant de voir que ils ont fait un effort sur les prix, mais surtout qu'ils ont pas fait en sorte que le fait qu'ils aient passé de 28 nanomètres à 16 nanomètres, ce qui fait en sorte que du côté de Nvidia, ça leur coûte moins cher à fabriquer, eh bien ils ont pas fait en sorte de se dire on va se mettre tout le bénéfice dans notre poche. Non, ils en ont profité pour baisser les prix. Et ça, c'est une bonne chose parce que on va dire que ils ont redistribué un petit peu la marge qui se faisait sur une baisse de prix, etc., etc. Ce auquel je m'y attendais pas du tout, étant donné que je m'attendais que à performance égale, ce soit à peu près prix égal, comme habituellement on a avec ce genre de choses. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a une nouvelle génération de processeurs Intel qui sort, très souvent ils sont plus ou moins à prix égal, à performance égale ou ce genre de choses. Mais voilà, Nvidia a décidé, malgré que la concurrence ne soit pas très forte, de faire en sorte de baisser les prix. Je trouve que c'est sympa de leur part, mais bon voilà, comme je le disais, pour eux ça leur coûte significativement moins cher, il n'y a pas de raison que ce soit moins cher pour nous non plus. Un autre truc qui a été fait, c'est une modification du côté de la RAM. La mémoire vive, ça a toujours été le petit point faible qu'il y avait sur les cartes graphiques Nvidia, ce que ce soit au niveau de la quantité, ou ce que ce soit le niveau du débit qu'il y a entre la mémoire vive et le GPU, la mémoire vive qui est incorporée dans la carte graphique, pour information, parce que il y a de la mémoire vive incorporée dans les cartes graphiques, vous le savez très certainement. Mais je ne parle pas, bien entendu, d'une liaison qui pourrait y avoir entre la carte graphique et la mémoire vive interne au PC. Ça, c'est la même pour n'importe qui. Ça se fait par rapport au port PC Express. Donc, il n'y a pas de raison qu'il puisse changer quelque chose sur ce point-là. À part en termes par exemple de mise en mémoire cache ou des trucs de ce genre. Mais donc voilà, il y a la mémoire vive qui est incorporée dans la carte graphique. Autrefois il y avait des limitations, par exemple la 970 ça fait beaucoup parler d'elle, étant donné qu'elle avait que 3,5 gigaoctets de mémoire vive sur les 4 annoncés qui sont en vitesse
maximum, et ensuite 512 MO de mémoire vive qui sont plus lents et qui permettent de venir comme ça un petit peu en renfort. Et donc oui, ça c'est un petit peu le petit problème qu'il y avait avec la 970 et toutes les générations précédentes de chez Nvidia, c'est-à-dire que, eh bien, par rapport, contrairement à leurs concurrents, eh bien, la mémoire vive, le contrôleur mémoire, en fait, était assez faiblard. Ça n'avait pas tendance à leur poser beaucoup de problèmes, mais je soupçonne qu'ils étaient sur un contrôleur mémoire qui était 32 bits, en fait, et qui doit dater de il y a je sais pas combien de temps, mais qui, étant donné que la version 64 bits ou un truc du genre n'était pas encore prête à 100%, ils ont continué à l'utiliser parce que c'était encore ceci qui donnait le plus de performance. Mais ils ont visiblement réussi à enfin faire un contrôleur qui puisse adresser plus de 4 gigaoctets de mémoire vive, et qui fonctionne parfaitement bien, parce que maintenant même la 1060 se retrouve avec 6 gigaoctets de mémoire vive, et très franchement je pense que ça a un impact sur les performances, le fait que le bus mémoire soit bien moins limité, parce que, eh bien, quand je dis 64 bits, 32 bits, ce genre de truc, je pense pas que le bus en lui-même était 32 bits à l'origine, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que à mon avis, la gestion de l'adressage était en 32 bits ou un truc de genre, parce que je comprends pas très bien pourquoi il y aurait ce problème des 3,5 gigaoctets si ça n'était pas comme ça en interne. Un autre truc qui a été fait, c'est la mémoire cache. Alors, la mémoire cache, c'est quelque chose qu'il y a pour ne pas aller chercher tout le temps dans la mémoire vive incorporée à la carte graphique les mêmes informations en fait. On peut stocker donc directement dans le GPU une petite partie d'informations qui permet comme ça de pouvoir accélérer le traitement, parce qu'il n'y a pas besoin à chaque fois de le recharger, de le recharger de la mémoire vive. Des petites... Enfin bon bref, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros le truc c'est qu'ils ont doublé cette mémoire. Je crois qu'on est passé de 2 mégaoctets à 4 mégaoctets, un truc comme ça, à moins que ce soit de 1 mégaoctet à 2 mégaoctets. Non, je crois que c'est de 2 à 4. Enfin, en gros, ça a doublé, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, le fait qu'ils aient doublé cette mémoire, permet de faire en sorte comme ça d'avoir moins souvent besoin d'aller chercher des choses. Je sais pas non plus en quelle proportion ça impacte, mais une chose est sûre, il y a quelque chose qui impacte sur le point suivant. Et donc, un autre truc qu'ils ont fait, c'est tout simplement réorganiser les cœurs. Alors, ça fait plusieurs fois qu'ils font ça. À chaque génération, ce qu'ils s'amusent à faire, c'est bizarrement alors il y a des groupes de cœurs en fait à l'intérieur d'un GPU, hein, tout simplement. Alors de la façon que c'est fait Nvidia, ils ont donc des groupements d'un certain nombre de cœurs. Je crois qu'avant c'était 96 cœurs par groupe, maintenant c'est 64. Donc ils ont baissé le nombre de groupes, le nombre de cœurs par groupe. Et bien entendu, il y a toujours un nombre de cœurs impressionnant à l'intérieur de ce genre de GPU. Je ne connais pas le nombre exact de cœurs qu'il y a par GPU, mais il y en a un nombre impressionnant au fait que l'on peut voir notamment le fait que la 1060 a 4,4 milliards de transistors, mais que ensuite on monte à la 1080, et là il me semble qu'il y a, je crois que c'est 12 milliards de transistors. Ce qui montre un petit peu que, en termes de nombre de cœurs, enfin, il y a presque 3 fois plus de cœurs, en fait, dans la 1080 que dans la 1060. Donc, les performances supplémentaires, on voit un petit peu d'où ils viennent, hein. C'est vraiment des performances qui sont ajoutées, on va dire, par le fait que, tout simplement, il y a beaucoup plus d'unités de calcul, hein. C'est pas un bridage en fréquence ou des trucs de ce genre, c'est juste pas le même composant, tout simplement. Donc bref, après avoir décrit techniquement un petit peu cette carte graphique, ce dont on peut parler, c'est tout simplement ce que ça apporte en fait. Alors je vous ai déjà parlé des performances, la 1080 c'est juste meilleur que l'ancienne Titan en fait, et c'est moins cher. Bon après c'est vrai que c'est une carte graphique très chère, mais après il y a aussi la 1070 qui elle n'est pas plus chère que la 970 quand elle était sortie, elle est même moins chère il me semble, et elle explose tout elle avec, hein, elle est vraiment extrêmement performante. Et comme je vous ai dit, la 1060 a beau être une catégorie, on va dire 60, c'est-à-dire un truc qui est plutôt bas de milieu de gamme, même si ça reste assez cher, c'est une carte graphique, vous savez, dans la tranche entre 300, 350 euros, un truc comme ça, et bien malgré tout, elle est plus performante que la génération précédente, mais d'une manière impressionnante. Mais il n'y a pas que les performances qui ont été améliorées dans cette génération. Il y a un truc que j'ai vu du premier coup d'œil, alors que j'en avais jamais entendu parler, je sais pas si ça a été dit, je sais pas si c'est quelque chose que tout le monde a dit dans tous les tests, ou si moi j'apporte on va dire, une version originale des choses, mais j'ai vu une nette différence de fluidité avec cette nouvelle génération de cartes graphiques. Mais une très très nette différence de fluidité. Parce que le truc que j'ai toujours détesté avec le jeu PC par rapport au jeu sur console, c'est le framerate qui fait n'importe quoi. Alors certes, sur PC, on a l'habitude d'avoir des framerates
immenses et tout, des trucs genre 120, 240, des framerates qui ont pas vraiment beaucoup d'importance, arriver à de tels niveaux, mais il y a un truc surtout que j'ai toujours remarqué, c'est que le framerate était très inconstant, c'est-à-dire qu'en gros on peut avoir une moyenne parfois de 120 FPS, eh bien certes la moyenne elle est très haute, mais des fois ça monte à 180, et des fois surtout, et parce que monter à 180 c'est pas non plus un problème, mais des fois surtout ça baisse à 14, on sait pas pourquoi, pendant un petit instant très bref, et ensuite ça remonte d'un coup. Et ok, la moyenne de nombre d'images par seconde est très haute, mais quand ça fait des trucs comme ça, ponk, ça se voit tout de suite. T'as une sorte de ponk, une frame qui reste 4 fois plus longtemps à l'écran que les autres, et voilà quoi. D'un coup, voilà. Alors que sur une console, on peut être bloqué à 24 images par seconde, ce qui est pas terrible, mais voilà. Le truc, c'est que habituellement, on fait pas du yo-yo entre 14 et 120, on fait plus du truc entre genre 25 et 18 sur un jeu mal codé, quoi. Bon, voilà, et on voit moins la différence, parce que la différence saute moins aux yeux, tout bêtement, et on a l'impression, pas que c'est plus fluide, mais que c'est plus constant, quoi. On est moins surpris par des problèmes. En tout cas, moi, c'est mon expérience sur jeux console. Après, vous avez peut-être une expérience de jeux qui ont été moins bien codés, quoi. Mais très souvent, et c'est un truc que beaucoup de gens ont remarqué, les jeux sur console ont tendance à être plus optimisés pour une constance du framerate que pour que pour juste exploiter au maximum la console sans que ça ait beaucoup d'intérêt. Et donc bref, on va fermer cette parenthèse, mais on va parler maintenant de la fluidité en elle-même. Ce que ça apporte, eh bien c'est que maintenant, au lieu de faire du genre faire 120, 180 et tout ça, eh bien ils ont mis une sorte de système de bloqueur d'images par seconde. C'est une sorte de frame limiter en fait. C'est un truc qui bloque le nombre d'images par seconde à un maximum qui ne sera jamais dépassé en fait. C'est par exemple, ça s'adapte en fait au jeu que vous êtes en train de faire. Donc du coup, pour certains jeux, ça va bloquer à 60, pour d'autres, ça va bloquer à 120 par exemple. Enfin bref, ça se bloque à un nombre d'images par seconde constant comme ça, qui n'est pas, on va dire, défini. C'est par rapport aux performances de votre ordinateur et par rapport à la fluidité que ça donne en jeu. Et donc l'idée c'est que vous avez par exemple un jeu, il sera bloqué à 80 images par seconde parce qu'il a remarqué que si on le laisse faire du yo-yo entre 180 et 20 images par seconde, ça sera moins fluide que si on le met à 80 images par seconde et qu'à la place, au lieu que ça fasse du yo-yo entre 180 et 20 images par seconde, ça reste à 80, ça baisse à 60, 55 ou un truc comme ça et ensuite ça remonte. Eh ben, c'est beaucoup mieux comme ça. Franchement, j'avais un benchmark. Bon, les benchmarks, c'est normal que ce soit pas forcément fluide, mais j'avais un benchmark qui, franchement, arrivait à faire du 240 images par seconde avec la 970. Ok, il faisait du 240 images par seconde, mais qu'est-ce qui se passait concrètement à l'image ? Eh bien, à l'image, c'était n'importe quoi. Ça faisait des gros freeze dans tous les sens, c'était horrible. Sur certaines scènes, c'était juste un vrai diaporama, quoi, c'était n'importe quoi. Eh bien là, ce que ça fait, c'est que ça le bloque à 60 images par seconde, à peu près, et certes, le score est ridicule à la fin, parce que ça a complètement parasité le score, vu que le score est exprimé à la fin en nombre d'images par seconde, par ce benchmark. Et donc le truc par contre, c'est que à regarder comme ça, on se dit si ça c'était pas un benchmark, mais c'était un jeu qui aurait des graphismes identiques, eh bien ça serait totalement jouable. Ça serait même ça serait parfaitement fluide. Et c'est là où on voit la grosse différence quoi. Là franchement, la grosse différence. Le truc à savoir, c'est que dès qu'il y a besoin du maximum des performances de cette carte graphique, c'est-à-dire des jeux où on n'arrive pas à avoir un framerate constant disons que vous avez un truc, c'est un qui va vraiment tirer sur la carte graphique, mais à fond, quoi. Eh bien, ce limiteur d'images par seconde va bien entendu pas s'enclencher. Donc bon, ça n'est pas un truc qui va gâcher votre expérience de jeu. C'est un truc qui est vraiment fait que pour améliorer l'expérience de jeu. Et que je trouve assez impressionnant, d'ailleurs, parce que je trouve que, de la façon que je le perçois, j'ai l'impression que ça doit être super difficile en fait à coder un truc comme ça. C'est-à-dire un système qui permet d'être complètement adaptif, bon bref, je sais pas s'il y a un mot clairement, mais enfin en gros, qui s'adapte à la situation et qui ne va pas, on va dire, rendre les choses pires. Parce que disons que c'est mal codé ce genre de système, eh bien peut-être qu'on pourrait avoir un truc qui était à 180 images par seconde et qui avait l'air super fluide, et ensuite il bloque à 60 images par seconde, et au final le résultat est moins bon. Ça serait bête, mais c'est pas ce qui se produit en réalité. Franchement, moi j'ai vu aucun moment où ça posait problème. À chaque fois c'était bénéfique, à chaque fois ça permettait de faire en sorte que il y ait moins de différence d'écart en fait entre chaque image. Parce que c'est surtout ça en fait le truc que l'on perçoit. Parce que beaucoup de gens disent
ouais, pour avoir un truc très fluide et tout ça, faut avoir un nombre d'images par seconde immense, un truc super haut, un truc du style 120 images par seconde, 180 images par seconde, je sais pas quoi. En réalité, c'est pas vraiment le cas. En réalité, ce qui est le plus important, c'est de réussir à avoir entre chaque image le même espacement. C'est-à-dire, en gros, qu'on n'ait pas une image, deux images, une image, trois images, une image, enfin vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose de complètement inconstant. Alors certes, en moyenne, ça donnera 60 images par seconde, mais en réalité, ce sera n'importe quoi visuellement, quoi. Parce que vous aurez un truc qui fera tac, 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 tac. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça n'a aucun sens d'avoir un nombre d'images par seconde totalement inconstant si on a un nombre d'images par seconde super élevé, quoi. Ça n'apportera rien. Alors que là, l'idée, c'est justement, je suppose que Nvidia s'est fait la même réflexion et s'est dit, on va baisser le nombre d'images par seconde, mais on va faire en sorte que ce soit toujours le même espacement entre chaque image. Visuellement, ça a l'air beaucoup moins crade, en fait. Alors j'ai ressorti mon bloc-notes pour me rappeler comment ça s'appelle, et cette technologie s'appelle Fast Sync, synchronisation rapide en fait, ça veut dire en français. Parce que le problème aussi d'ailleurs, c'est que je sais pas si c'est aussi en rapport avec ça, parce que je vous ai parlé donc du fait qu'ils ont amélioré la fluidité. Alors il y a une partie logicielle comme ça qui a amélioré la fluidité, mais il y a aussi le fait que l'interface entre la mémoire vive et le GPU soit bien meilleure. Eh bien ça aussi ça peut jouer, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dans le comportement du pilote, qui à mon avis devait faire travailler le processeur à fond pour donner un maximum d'images par seconde, et le problème c'est que le processeur se retrouvait comme ça, genre dès que on se retrouvait à ne plus, enfin à se retrouver dans ce genre de creux, on tombe à 14 images par seconde, c'est parce que le processeur en gros il en pouvait plus, parce il a toute une file d'attente d'images par seconde, donc au final on en a plus besoin parce qu'on n'arrivera jamais à les afficher, et voilà, alors que limiter le nombre d'images par seconde permet peut-être de faire en sorte que le processeur, eh bien, il soit plus libre à ce moment-là, au moment où il y a vraiment besoin de calculer une image. Enfin, il y a quelque chose qui en gros draine les performances par le bas, quoi. Et c'est-à-dire en gros le pilote du GPU en arrière-plan ne fait plus faire des choses au processeur qui n'a pas d'intérêt du tout. Parce que ça c'était un problème aussi, le fait d'avoir un nombre d'images par seconde complètement libre et qui se barre dans tous les sens. Eh bien certains moteurs de jeu eh bien, il limitait les images par seconde volontairement, quoi. Et là, le truc, c'est que c'est fait du côté du pilote. Donc, du coup, si le moteur de jeu n'est pas assez bien fait, eh bien, ça a tendance à rattraper le coup. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Franchement, nickel comme idée. Allez, ben, je pense que j'ai beaucoup de choses encore à dire sur ce point, mais je vais arrêter là, du coup, pour ne pas alourdir trop la vidéo. Donc, je vous dis salut à tous, et à la prochaine!